allez, Éric Revel est installé dans le studio. Absolument. Madame Lévy, bonjour. Elisabeth Lévy. Bonjour, cher Bob. Les auditeurs, les auditrices, évidemment, en ligne au 0826 300 300. Je le disais, on va revenir tout à l'heure sur ce pavé de 1000 pages intitulé « Musulmans en Occident ». L'adaptation de l'islam à la France. Est-ce que c'est possible? En tout cas, c'est ce qui est le guide qui est publié et qui va dans ce sens. J'aimerais vous entendre, on en reparlera avec Elisabeth Lévy. Vous pouvez réagir aussi sur ce geste d'autodéfense de ce retraité de 70 ans qui a entendu sur son toit un homme qui venait plusieurs individus qui venaient le cambrioler dans la nuit de dimanche à lundi. Il est monté dans son grenier, il a vu effectivement des individus qui étaient en train de le cambrioler, il a fait feu. Il a tué quelqu'un qui passait par la trappe, un jeune de 19 ans, il est en garde à vue, il va être devant le procureur aujourd'hui. J'aimerais entendre vos réactions. Et puis, il y a ce que nous décrivions tout à l'heure avec vous, Éric Revel. On appelle ça drôle d'époque, c'est vrai, et ça correspond à chaque fois aux fins de mandat des présidents, les nominations derrière. Mais là, ça pose quand même en fait un certain nombre de problèmes. Là, il y en a plusieurs, notamment celle d'Amélie de Montchalin. Pas en tant que telle, parce que c'est une femme brillante, bien sûr, 40 ans, etc. Mais voilà, qu'est-ce qui pose problème alors ? Surtout que la Cour des comptes publie des rapports sur la gestion, les finances publiques, etc. Donc bon, ça pose quelques questions. À partir du moment où elle a été ministre des comptes publics, pendant 3 ans, elle sera obligée de se déporter sur certains sujets. Oui, mais c'est marrant parce que, c'est quand même, à mon avis, sur tous les sujets, vu que c'est le périmètre d'attribution de la Cour des comptes, c'est quand même assez fort. Non, mais Éric a dit quelque chose de plus important dans sa chronique, c'est que, franchement, les nominations de gens, qui vous sont proches, de proches à la fin de votre mandat, c'est pas nouveau. Ce qui est peut-être un peu plus nouveau, c'est qu'en nommant des gens jeunes à des postes où, je l'ignorais, mais ils sont, semble-t-il, inamovibles. Bien sûr. Ça veut dire qu'ils s'invitent dans le ou les mandats de ses successeurs et que si on envisage ou si on suggère qu'il pourrait y avoir, par exemple, un président issu du RN, ça nous annonce une bataille en sous-main entre l'État et ce président. Pour être premier, ce qui est quand même un problème de la Cour des comptes, c'est 68 ans. Ouais. Et Amélie de Montchalin en a 40. Donc, sur le papier, elle peut rester 28 ans. Bon, elle fera autre chose. Mais Elisabeth a raison. C'est-à-dire que ça pose un problème de relation entre le futur pouvoir, quel qu'il soit, à l'Élysée et au gouvernement, et le poids de la Cour des comptes. Voilà, Moscovici, il a tiré à plusieurs fois l'alerte sur le dérapage incroyable de nos comptes, de la Sécu. Il y a quand même des rapports importants de la Cour des comptes. Vous voyez, c'est une sorte d'opposition. C'est ça. Politique. Comment elle va pouvoir juger finalement de ce qui a été fait ces dernières années à travers la Cour des comptes, alors qu'elle était justement en place, quoi. Ah bah ça pose aussi un sujet de juge et parti. Vous avez raison. C'est-à-dire c'est sa gestion même comme ministre des comptes publics qui dans certains dossiers. Elle va la trouver bonne, sa gestion. Vous venez de dire vous venez de dire qu'elle ne devait pas, qu'elle devait se déporter. Mais non, mais c'est surtout pour la suite. Vous voyez bien que c'est quand même, on sent déjà cette petite musique qui nous explique que si un président RN était élu, il ne serait pas légitime et que l'administration et tout le monde, toutes les forces vives seraient légitimes à entrer en résistance. Voilà. Et puis il y a quand même en même temps, Patrick, ce que je disais, il y a quand même en même temps le départ surprise du gouverneur de la Banque de France. Alors oui, pourquoi ça ? Alors officiellement parce qu'il prend la présidence de la Fondation des apprentis d'Auteuil, très bien, c'est généreux, 1 an avant la fin de son mandat. Bon, alors on a du mal à comprendre, ce qu'il va falloir voir, c'est quelle va être la personnalité justement qui va lui succéder. On parle d'Emmanuel Moulin. Alors on parle d'Emmanuel Moulin. Qui n'est pas n'importe qui, c'est l'actuel secrétaire général de l'Élysée. Absolument. Oui, donc ça... Poste occupé par Emmanuel Macron. Vous voyez, ça pave un peu l'analyse que j'ai faite ce matin sur avoir des hommes et des femmes clés. Si vous voulez avoir un poste important à Bruxelles, ou si vous avez dans la tête, puisqu'il l'a dit devant Gabriel Attal il y a quelques mois, je reviendrai en 2032, il vaut mieux avoir des hommes à vous dans les postes clés. Il y a quand même une difficulté, quand on voit, ça n'a rien à voir, mais il y a quand même une difficulté à quitter le pouvoir qui me semble quand même incroyable. Alors je pense à Giscard, rappelez-vous. Je pense à Jack Lang.
Il a 86 ans, 3e mandat, il aurait le droit à une retraite bien méritée. Eh bien non, ces gars, c'est incroyable, quoi, ce refus absolu de passer à autre chose dans sa vie. C'est vrai, il y a beaucoup de choses. On va pas y revenir là pour l'instant, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de choses sur les frais, il ne paye rien. Quitter le pouvoir, Isabelle, vous imaginez, quand vous avez des gardes du corps, des voitures, qu'on vous appelle Monsieur le Président, que vous êtes une star mondiale quand vous êtes président de la République française. Macron, mais vous savez que c'est un théâtre. Est-ce que vous avez envie de vivre dans un théâtre toute votre vie? 0826 300 300, j'aimerais vous entendre, et c'est Loïc de Toulouse qui est avec nous. Bonjour mon cher Loïc. Bonjour Loïc. Loïc. Bon, qu'en pensez-vous alors justement sur ces nominations, et notamment Amélie de Montchalin? Alors, pour être très clair avec vous, 2 points. Pour moi, le premier, c'est une économiste, ça ne me choque pas plus que ça par rapport à la compétence. D'accord. Ce qui n'est pas forcément le cas d'autres nominations qu'a pu faire notre cher président et nos chers présidents précédents, parce que c'est quand même une tradition de monarchie républicaine qui traîne depuis un petit moment. Ouais, d'accord. Voilà. Maintenant, le deuxième point, c'est qu'il, lui, par contre, est là sans entrer dans le discours des oppositions, qui malheureusement ont parfaitement raison. Devenir juge de la politique qu'on a soi-même menée et du budget qu'on a soi-même construit, co-construit, amendé, critiqué pendant qu'elle était ministre, là, effectivement, pour moi, il y a un vrai problème d'équité, de probité. C'est plus ce point-là, moi, qui me choque véritablement que le fait que ce soit elle. Elle est économiste de formation, et pour moi, elle est peut-être la personne qui a le plus de compétences pour ce poste-là. Maintenant, la vraie difficulté, c'est son poste d'actuel ministre, et de devoir juger demain, en tant que présidente de la Cour des comptes, la politique qu'elle a elle-même portée. Là, ça pose souci. Parce que quand vous reprenez l'exemple de son prédécesseur, Monsieur Moscovici, il a quand même été très, très critique des politiques qui ont pu être menées et par les différents gouvernements Hollande et par les différents gouvernements Macron. Et je vais être méchant quand je vois que tous ces rapports qui se sont empilés sur d'une mauvaise gestion des fonds publics, sur des budgets qui n'étaient pas sincères, etc. Et quand on voit les conséquences, je vais me retenir d'être vulgaire, mais je comprends ce que vous dites. Non, mais c'est vrai. Elisabeth, vous vouliez ajouter un mot à ce que disait Loïc. Mais pardonnez mon incompétence à moi. J'ignore si elle était narque ou pas. Parce que c'est aussi. Il faut dire aussi que à la Cour des comptes, pour rentrer à la Cour des comptes, c'est pas simple. Il faut quand même sortir. En tous les cas, c'était comme ça. Il fallait sortir dans ce qu'on appelle la botte à l'ENA, c'est-à-dire le classement de sortie. Vraiment, ça devait être les 20-30 premiers qui rentraient au Conseil d'État, Cour des comptes. Donc, c'est bien qu'elle en ait, qu'elle ait aussi que ce soit pas un passe-droit de ce point de vue-là. Notre auditeur a raison. Évidemment, c'est vrai que cette affaire de juger parti va être très compliquée. Oui. Et surtout, elle a un parcours. Le juger parti, c'est de la folie douce, mais elle a un parcours absolument incroyable. Elle a fait. Il se trouve que je connais un peu les prépas. Elle a fait Ginette, qui est une superbe. Elle a fait Ginette, et l'un des meilleurs prépas en France, l'un des anciens patrons de Ginette me disait récemment qu'il n'avait jamais eu une élève aussi brillante. Ginette, vous avez des élèves brillants. C'est une fille. Vous avez raison, elle est allée dans le privé. Elle a bossé chez AXA. Mais c'est une femme extrêmement brillante, ça c'est sûr. Moi en plus j'ai plutôt de la sympathie pour elle. Mais c'est vrai que ça pose un certain nombre de problèmes, d'autant que évidemment, si évidemment la personne est nommée et qu'elle peut aller jusqu'à 68 ans, c'est parce qu'en règle générale, les personnes, mais on n'en sait rien. Les personnes que l'on nommait en fait en général étaient plutôt très expérimentées en fin de carrière, et donc ils devaient être un peu considérés comme des sages avec une vision sur les comptes publics. On se disait qu'ils n'allaient pas rester 20 ans. Là, c'est vrai, on appelait ça des sages avant. À 40 ans, on ne peut pas être encore un sage. Allez, vous faites encore des folies, vous, même plus que ça, Elisabeth Lévy. 9h15, on continue. Merci, mon cher Loïc, d'avoir été avec nous. On continue. On va revenir aussi sur l'adaptation de l'islam à la France, avec ce guide publié par la mosquée de Paris. Est-ce que c'est possible ou pas? J'aimerais vous entendre. 0826 300 300. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h.
Patrick Roger. Vous réagissez à l'actualité, bien sûr. Alors, il y a ce pavé de 1000 pages intitulé « Musulmans en Occident » qui a demandé beaucoup de travail. C'est la mosquée de Paris. Il y a eu beaucoup de contributeurs, Elisabeth Lévy, pour voir si on pouvait adapter l'islam à la France. Une précision sur les 1000 pages quand même. Oui. Parce que dans les 1000 pages, d'après ce que j'ai compris, vous l'avez parcouru. Oui, mais il y a le compte-rendu d'audition. Oui, vous savez, c'est très long, des heures et des heures d'audition. Donc, en réalité, l'essentiel du texte, c'est le glossaire qui est accessible en ligne. Ça, c'est là où il y a des... Et c'est pour ça que je vous ai dit au début, quand j'ai vu le projet, je me suis dit, bon, pour une fois, on nous dit que c'est les musulmans qui doivent s'adapter, on nous dit pas que la France est islamophobe, parce que le recteur, des fois, il passe son temps à se plaindre des attaques contre les musulmans, et on reconnaît qu'il y a un problème. Et puis quand j'ai commencé à regarder un peu dans le détail, à aucun moment, pareil, je vous ai cité des exemples, par exemple, l'antisémitisme, alors ils disent que c'est pas bien, mais ils disent surtout que ça n'a rien à voir avec l'islam, avec le Coran. Or, dans les pays musulmans, l'antisémitisme est obsessionnel, dans beaucoup de pays musulmans. Pas dans le Coran. Et dans le Coran, il y a des... Mais si, dans le Coran, on les connaît tous. Il y a plein de versets. Alors, il y a plein de versets dans le Coran qui vous disent, oui, si tu vois un juif derrière un arbre, il faut le tuer. Sinon... Oui, mais alors, et justement, dans cette adaptation, qu'est-ce qui est dit par rapport à ça? Là, ils n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas. Voilà, donc ça, on nous explique juste que à la mosquée de Paris, on a caché des juifs pendant la guerre. Bon, qu'est-ce qui est dit sur le voile, sur un certain nombre de choses qui font polémique effectivement en France, par exemple sur le port du voile? Alors sur le voile, c'est, disons, me semble-t-il, j'ai pas tout lu, mais le grand accommodement qui est suggéré, qui dit aux musulmanes que pour garder ou avoir un boulot, on n'est pas obligé d'avoir un voile. Voilà, on peut l'enlever. Mais quand vous regardez à mixité, on vous dit qu'effectivement, à l'article de la mort, vous devez accepter un médecin de n'importe quel sexe, mais sinon, on vous rappelle le chapitre du code de le verset, j'allais dire, l'article du code de la santé publique qui dit que vous avez le droit de choisir votre médecin. Donc, oui, on vous dit que si c'est vraiment grave, faut choisir, vous pouvez être soigné, une femme peut être soignée par un homme, mais que c'est quand même, vous avez le droit de... Au 0826 300 300. Arnaud est avec nous. Bonjour, de Vannes en Bretagne. Oui. Bonjour Arnaud. Bonjour. Oui, bonjour Sud Radio. Oui, qu'en pensez-vous? Bonjour Arnaud. Bonjour. Oui, moi je pense, si vous voulez, je pense que de toutes les façons, ça ne représente que très peu la religion musulmane en France. C'est un document qui est intéressant, mais c'est édité par la Grande Mosquée de Paris, et ça touche que très peu d'imams sur les 1800 imams de France. Quels sont ceux qui sont impliqués avec les différentes chapelles entre guillemets de musulmans? Oui, parce que c'est vrai que dans l'organisation des musulmans, effectivement, en France, on ne dépend pas... Est-ce que... C'est national, en fait. Oui, c'est quand même national. Voilà. C'est la Grande Mosquée de Paris. Par exemple, la question que tout le monde pose, c'est est-ce que l'islam marocain et l'islam turc, qui sont quand même très présents dans notre pays, vont être touchés, vont être évangélisés, disons. Non, mais par ses recommandations, quoi. C'est vrai. Donc, c'est surtout que la jeunesse musulmane, elle se branche sur TikTok. Mais pardon, j'ai trop parlé, vas-y. Non, j'ai pas lu le document. La jeunesse musulmane, elle est branchée sur TikTok. Moi, j'ai toujours une position très simple, quelle que soit la religion, c'est que la religion, c'est de l'ordre de l'intime. Donc, pour moi, c'est à la maison. C'est à la maison, et on n'a pas besoin d'un guide, qu'on soit musulman, juif, chrétien, pour essayer de voir comment notre foi peut s'adapter à la République laïque. Moi, j'ai une position très simple. Alors après, on dit aussi, mais vous allez peut-être pouvoir le confirmer, Elisabeth, ou l'infirmer, mais bon, la Grande Mosquée de Paris, elle est plutôt assez proche du pouvoir algérien. Ah non, pas plutôt assez proche. Bon, assez proche. Une ambassade. Non, c'est une deuxième ambassade d'Algérie. Voilà, non, pas officiellement. Non, c'est ce que, on peut pas dire ça. Je soulève c'est ce que vous dites vous, mais parce que quand vous dites comment les imams qui sont sous obédience turque ou autres vont pouvoir s'entendre avec ceux qui représentent des imams plutôt proches de l'Algérie, ça me paraît complexe. Il n'y a pas de consistoire, comme pour les juifs. J'ai un petit désaccord avec vous quand vous dites non, il n'y a pas besoin de guide. Si.
il y a besoin d'un guide, car il y a une difficulté consubstantielle à l'islam, qui est justement la séparation entre la sphère publique et la sphère privée, la séparation entre le politique et le religieux. Ça, c'est inhérent à l'islam, à la nature du Coran, donc incréé, qui est supposé avoir été écrit de la main de Dieu, alors que la Bible, c'est un document archéologique. Donc, et surtout, en islam, vous ne pouvez pas toucher au Coran, alors que l'interprétation dans le judaïsme et le christianisme, elle a évidemment recouvert des textes qui vous disent qu'on doit tuer voilà. Et troisièmement, radicalisation. Quand j'ai regardé c'est dans le chapitre fondamentalisme, il y a quelques lignes sur la radicalisation. Là, je suis tombé de ma chaise parce que on nous explique que bien sûr il y a des fondamentalistes, ça on n'avait pas remarqué, mais l'exclusion, la pauvreté et les politiques d'exclusion. C'est écrit là comme ça au passage. Ouais. Ah bon, on a mené des politiques d'exclusion. C'est il y a un chapitre politique quoi. Les musulmans ont besoin, au contraire, que ce sont nos concitoyens, ils sont adultes, ils ont besoin qu'on s'adresse à eux en adultes. Voilà, et j'aimerais justement, si vous nous écoutez, vous êtes musulman, qu'en pensez-vous? J'aimerais vous entendre. Est-ce que vous estimez qu'il y a besoin de ce guide, qu'on peut adapter l'islam à la France, et que vous vous êtes adapté vous-même ou pas? 0826 300 300, 0826 300 300, vous avez la parole, on continue d'ailleurs à en parler dans un instant. Manu vous attend au standard, et dans La Vérité en face avec Jean-François Aquili. Avant ça, avant de terminer aussi avec vous, Elisabeth et Eric, hashtag on en parle, Benjamin Glaise, qui nous rejoint comme chaque matin à cette heure-ci, sans doute la séquence qu'on va retenir des Jeux Olympiques de Milan Cortina. En Italie, c'est pas encore terminé, mais vous me dites que c'est déjà la séquence qu'on va retenir. Peut-être. C'est quoi alors? Peut-être. En tout cas, c'est pas du sport. Ce sont des révélations. Celle d'un biathlète norvégien sur la Lagrid. Il a remporté hier la médaille de bronze dans l'épreuve individuelle. Et à l'arrivée, il a été interviewé par la télé norvégienne. La journaliste souhaitait simplement recueillir sa réaction après sa très belle performance. Elle commence par le féliciter avant de lui demander comment il se sent. Sturla Holmlæger, gratulerer så mye med OL-bronse. Hvordan har du det? Det er stort. C'est énorme, répond le biathlète. C'est ma toute première médaille olympique en individuel. Je veux remercier tous ceux qui m'ont soutenu. Et puis là, patatras. Sur la Lagrid s'effondre. For et halvt år siden så møtte jeg mitt livs kjærlighet. Verdens vakreste, fineste person. Le Norvégien en larmes qui vient tout juste ici d'avouer en direct qu'il a trompé sa petite amie. Je vous traduis ce qu'il dit. Il y a une personne avec qui je voulais partager ce moment, même si elle ne regarde peut-être pas la compétition aujourd'hui. Il y a 6 mois, j'ai rencontré l'amour de ma vie, la personne la plus belle et la plus gentille au monde. Mais voilà, il y a 3 mois, j'ai commis ma plus grosse erreur. Je l'ai trompé. Le biathlète qui conclut en déclarant qu'il n'a Dieu que pour sa petite amie, qu'il ne sait pas trop ce qu'il espère bien obtenir en disant cela, mais qu'il aurait aimé partager cette médaille avec elle. Je le rappelle, à ce moment-là, on est en direct à la télé norvégienne. Il passe en direct. Et alors, à la question de savoir si sa petite amie était au courant, oui, elle était au courant. Il lui avait tout avoué une semaine avant la compétition. Ah bon, d'accord, mais confession en direct. Non, j'allais pleurer. Tout ça était un coup monté. Non, c'est pas un coup monté. C'est pas un coup monté. Il lui avait avoué la tromperie, pardon. Je pleure alors. Je pleure. Et là, il l'a avoué au grand public. Au grand public. Au monde entier. On dirait une série américaine. Il voulait tout la Saint-Valentin, c'est un formidable message d'amour, je trouve. Oui, ma médaille, pour dire que mais c'est pas ça le plus important pour moi. C'est celle que j'aime et que j'ai trompée. C'est beau. Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est on est dans un monde. On est dans un monde qui me fait vraiment penser aux séries nunuches qu'on peut voir sur Netflix. Où un mensonge ou une tromperie devient l'équivalent d'un crime contre l'humanité dont on ne peut jamais se remettre. Et ça correspond pas à ce qu'on voit dans la vraie vie, en fait. Ouais. Bon, non, mais là, il faut dire qu'il l'a rencontré il y a 6 mois. Et 3 mois après, il la trompe, quoi. Il y a une petite maladresse. Mais pourquoi il lui a dit? Mais non, il fallait pas lui dire. Fallait pas lui dire. C'est malin, trop malin. Oui, mais il a avoué ses péchés. Oh c'est beau. Donc, vous avez jamais remarqué la différence entre la religion et l'amour? Faut avouer, faut pardonner. Attendez. Mais vous avez déjà remarqué qu'il y a une différence entre la religion et l'amour? On a le droit de mentir en amour, des fois c'est... Des fois c'est bien. Ça c'était Elisabeth Lévy en la semaine de la Saint-Valentin. Tiens, on a le droit de mentir en amour.
Mais pas en religion. Et de toute façon, qu'on ait le droit ou pas, à vrai dire, je suis pas sûr que ça change grand-chose. Mais vous n'avez jamais menti à vos dulcinés, j'en suis sûr. Bon, allez. Toute une nuit, Mike. laisse-moi toute une nuit. Bah oui, vous êtes bien sur Sud Radio, évidemment. Magnifique. Nous parlons de débats sérieux et parfois aussi un petit peu plus guillerés, ça fait du bien. Tiens, d'ailleurs, je vous rappelle, vous avez encore quelques minutes. Floral Jet vous offre un bouquet de fleurs pour la Saint-Valentin que vous pourrez faire livrer immédiatement. Vous envoyez Sud au 7 20 18. Dans un instant, la vérité en face.